La lumière douce du matin baignait Montpellier d'une clarté paisible, comme si la ville ignorait encore les secousses invisibles qui s'apprêtaient à bouleverser la vie de ses habitants. Dans ce calme apparent, les existences se croisaient, fragiles et profondément humaines, chacune marquée par des blessures silencieuses et des espoirs inavoués. À cet instant suspendu, nul ne pouvait imaginer que les décisions prises ce jour-là laisseraient des traces indélébiles dans les cœurs et les esprits. Marc, encore affaibli par l'agression dont il avait été victime, sortait de l'hôpital avec une lenteur inhabituelle. Chaque pas semblait lui rappeler la violence de l'attaque, la brutalité soudaine qui avait fait basculer son quotidien. À ses côtés, Kira avançait avec une attention délicate, veillant à ce qu'il ne trébuche pas, attentive à la moindre de ses réactions. Son regard trahissait une inquiétude profonde, mêlée d'une détermination silencieuse à ne pas le laisser affronter seul les conséquences de ce drame. Le trajet jusqu'à la voiture se déroula dans un silence chargé d'émotions. Marc observait les rues familières de Montpellier avec une intensité nouvelle, comme s'il redécouvrait un monde dont il avait failli être arraché. Il éprouvait une étrange sensation de vulnérabilité, inhabituelle pour lui qui avait toujours trouvé refuge dans la vérité et la force de ses mots. Cette fois, pourtant, les mots semblaient insuffisants, incapables de contenir la violence qu'il avait subie. Arrivé devant le commissariat, Marc marqua une hésitation. Porter plainte n'était pas seulement une formalité, c'était un acte de courage, une manière d'affronter la réalité et d'admettre que l'attaque dont il avait été victime n'était ni fortuite ni anodine. Kira posa doucement une main sur son bras, un geste simple mais chargé de réconfort. Sans prononcer un mot, elle l'encouragea à franchir cette étape, consciente de l'importance de ce moment. À l'intérieur, l'atmosphère du commissariat contrastait avec la sérénité du dehors. Les bureaux animés, les voix feutrées et les pas pressés formaient une symphonie familière, celle d'un lieu où les drames humains se transformaient en dossiers, en enquêtes et en vérités à découvrir. Thierry accueillit Marc avec une réserve professionnelle, son regard laissant transparaître une pointe de scepticisme. Habitué aux journalistes, il ne put s'empêcher de souligner que les articles de presse ne faisaient pas toujours que des amis. Marc écouta cette remarque sans réagir. Il savait que son métier l'exposait à des inimitiés, à des rancœurs et à des menaces voilées. Pourtant, il refusait de croire que cette agression n'était qu'une simple conséquence de son travail. Quelque chose, au fond de lui murmurait que cette attaque dissimulait une vérité plus vaste, un mystère enfoui dont il ne percevait encore que les contours flous. Pendant que Thierry enregistrait sa plainte, la police technique et scientifique se préparait à intervenir à son domicile. Les mots prononcés dans cette pièce résonnaient avec une gravité particulière, comme si chaque détail inscrit dans le procès-verbal contribuait à reconstituer les fragments d'un puzzle encore incomplet. Kira observait la scène en silence, consciente que ce moment marquait le début d'une quête de vérité dont nul ne pouvait prédire l'issue. Pendant ce temps, ailleurs dans la vie poursuivait son cours, indifférente aux drames individuels. Hugo, profitant de son jour de repos, s'apprêtait à rejoindre Yann pour une partie de basket. Sabine, attentive et bienveillante, lui suggéra d'aborder avec son ami la question délicate du divorce. Son intuition lui dictait que Yann avait besoin d'un soutien sincère, d'une parole franche capable de l'aider à affronter ses propres contradictions. Hugo, toutefois, se montra réticent. Il estimait que ce rôle ne lui appartenait pas, convaincu que certaines décisions ne pouvaient être dictées que par la conscience de chacun. Malgré cela, son regard trahissait une inquiétude sincère pour Yann, dont il connaissait la sensibilité et les tourments. Il savait que derrière le silence de son ami se cachait une souffrance profonde, un vide que ni le temps ni les distractions ne parvenaient à combler. Lorsque les deux hommes se retrouvèrent sur le terrain de basket, l'atmosphère se transforma en une parenthèse de normalité. Les gestes familiers, les passes précises et le bruit régulier du ballon résonnaient comme une tentative de retrouver l'équilibre. Yann, pourtant, ne parvenait pas à masquer la mélancolie qui assombrissait son regard. Chaque mouvement semblait guidé par une énergie fragile, comme s'il cherchait dans l'effort physique un moyen d'échapper à ses pensées. Au fil de la partie, Hugo observa son ami avec attention. Il percevait dans son attitude une lassitude nouvelle, une fatigue intérieure que ni le sport ni la camaraderie ne pouvaient dissiper. Finalement, Yann rompit le silence avec une sincérité désarmante. Il confia qu'il tentait d'aller de l'avant, de se reconstruire après la rupture qui avait bouleversé sa vie. Ses paroles, simples et mesurées, dissimulaient une détresse profonde, un sentiment d'échec difficile à accepter. Puis, avec une gravité inattendue, Yann annonça sa décision. Il partirait marcher dans les Pyrénées pendant une dizaine de jours. Ce voyage, loin d'être une simple escapade, représentait pour lui une quête intérieure, une tentative de se retrouver et de donner un sens à ce qui semblait désormais perdu.
Hugo, fidèle à sa franchise, lui répondit sans détour. Selon lui, Johanna ne reviendrait pas. Cette vérité, prononcée avec lucidité, résonna comme une évidence douloureuse. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de conséquences. Yann les accueillit sans protester, comme s'il les avait déjà entendus dans le silence de ses propres pensées. Il savait que cette rupture marquait la fin d'un chapitre de sa vie, mais il refusait encore d'en accepter pleinement la portée. Son départ vers les Pyrénées apparaissait alors comme une fuite en avant, une tentative désespérée d'échapper à la réalité. Pendant ce temps, Marc regagnait son domicile accompagné de Kira, ignorant encore l'ampleur des découvertes qui l'attendaient. La maison, silencieuse et familière, semblait porter les traces invisibles de l'agression. Chaque objet, chaque recoin lui rappelait la violence subie, éveillant en lui un sentiment d'insécurité inédit. Lorsque la police technique et scientifique confirma la disparition de son ordinateur et d'une bobine Super 8, Marc sentit une inquiétude sourde s'emparer de lui. Cette bobine, contenant un film des années 70, revêtait une importance particulière. Elle représentait bien plus qu'un simple souvenir. Elle était un fragment de mémoire, un témoignage précieux d'un passé dont il ignorait encore la portée. La disparition de cet objet, associé au vol de son ordinateur, ne pouvait être le fruit du hasard. Peu à peu, l'idée d'une intrigue plus vaste s'imposa à son esprit, éveillant en lui une détermination nouvelle. Kira, soucieuse de l'aider, se rappela avoir filmé le visionnage de ce film Super 8. Avec une spontanéité pleine de tendresse, elle envoya la vidéo à Marc, convaincue qu'elle pourrait révéler un détail passé inaperçu. Ensemble, ils décidèrent de la revoir, animés par l'espoir de découvrir un indice capable d'éclairer les circonstances de l'agression. Ce moment de complicité, empreint de confiance et de solidarité, renforça le lien qui les unissait. Dans le même temps, au commissariat, Baker rappelait à Thierry l'importance d'une enquête rigoureuse. Conscient des tensions entre la police et les journalistes, il refusa que l'institution soit accusée de négligence. Ses paroles, empreintes d'autorité, imposèrent une ligne de conduite claire. Toutes les pistes devaient être explorées, sans préjugés ni complaisance. Cette exigence soulignait la gravité de l'affaire et la nécessité de faire éclater la vérité. Parallèlement, la vie professionnelle poursuivait son cours avec une apparente normalité. Guillaume Sérignan, toujours élégant et charmeur, accueillait Johanna avec une attention particulière, lui préparant son café avec une galanterie qui n'échappait à personne. Margot elle-même remarquait son attitude séduisante, amusée par cette légèreté qui contrastait avec la tension environnante. Dans ce cabinet, Inès, la fille de Gary, poursuivait son apprentissage avec enthousiasme. Depuis un mois, elle s'imposait comme une collaboratrice prometteuse, appréciée pour son esprit d'initiative et son professionnalisme. Cette réussite apportait une lueur de fierté à Gary, malgré les difficultés rencontrées dans son activité de location de voiliers à Montpellier. Le calme inhabituel de la saison pesait sur ses affaires, mais il trouvait un réconfort sincère dans l'épanouissement de sa fille. Inès, animée par le désir de rapprocher les êtres qui comptaient pour elle, proposa d'organiser un dîner réunissant Gary et Henrik, ses deux figures paternelles. Cette idée, empreinte de tendresse et de modernité, témoignait de son désir d'harmonie et de réconciliation. À mesure que la journée avançait, les destins se croisaient et se répondaient, tissant une toile complexe d'émotions et de révélations. Dans une maison baignée par la lumière du soir, Dimitri partageait un dîner paisible avec Claire, savourant un moment de tranquillité loin des tourments du quotidien. L'arrivée de Kira, essoufflée et bouleversée, rompit cette sérénité. Lorsqu'elle leur annonça l'agression de Marc, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Dimitri sentit une angoisse immédiate l'envahir. Son esprit, habitué à déceler les liens invisibles entre les événements, pressentit que cette attaque n'était pas un acte isolé. Une intuition fulgurante s'imposa à lui, tout était lié. Le vol chez les Beaulieu, l'agression de Marc, la disparition de la bobine Super 8. Autant d'indices convergeant vers une vérité encore dissimulée. Sans hésiter, il saisit son téléphone et appela José, la voix tremblante d'urgence. Il lui demanda de le rappeler au plus vite, conscient que la situation dépassait désormais le cadre d'un simple incident. Cette révélation, lourde de conséquences, marquait le début d'une intrigue plus vaste, dont les ramifications promettaient de bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui y étaient mêlés. À cet instant précis, tandis que la nuit enveloppait Montpellier de son voile silencieux, chacun des protagonistes se retrouvait face à ses propres incertitudes. Yann s'apprêtait à fuir vers les Pyrénées pour échapper à son chagrin, Marc entamait une quête de vérité pour comprendre les raisons de son agression, et Dimitri, hanté par ses pressentiments, percevait l'ombre d'un secret plus vaste.
Ainsi s'ouvrait un nouveau chapitre, chargé de mystère et d'émotion, où chaque choix, chaque parole et chaque silence allaient façonner le destin de ceux qui, sous le soleil éclatant de Montpellier, cherchaient à donner un sens à leur vie. La nuit s'était installée sur Montpellier avec une douceur trompeuse, enveloppant la ville d'un voile silencieux qui semblait apaiser les tourments de la journée. Pourtant, derrière les fenêtres éclairées et les rues paisibles, les esprits demeuraient agités, traversés par des inquiétudes que le sommeil ne parvenait pas à dissiper. Les événements récents continuaient de résonner dans les consciences, laissant entrevoir des fissures invisibles dans l'équilibre fragile de chacun. Chez Marc, le calme apparent de la maison contrastait avec l'agitation intérieure qui le consumait. Assis dans son salon, encore affaibli, il contemplait la vidéo envoyée par Kira, les yeux fixés sur l'écran avec une concentration fébrile. Les images du film Super 8 défilaient lentement, révélant des fragments d'un passé lointain, des silhouettes anonymes baignées de lumière sépia. Chaque détail semblait chargé de sens, comme si le temps lui-même avait conservé un secret prêt à ressurgir. Kira, installée à ses côtés, observait en silence la réaction de Marc. Elle percevait la tension dans ses gestes, l'intensité de son regard, et comprenait que cette bobine n'était pas qu'un simple souvenir. Elle représentait un indice, une pièce essentielle d'un puzzle dont les contours se dessinaient peu à peu. Ensemble, ils scrutaient les images, espérant y déceler un détail oublié, un visage, un geste ou un lieu capable d'éclairer les circonstances de l'agression. Au fil du visionnage, Marc sentit une intuition grandir en lui. Ce vol n'avait rien d'anodin. La disparition de son ordinateur et de la bobine Super 8 révélait une intention précise, une volonté délibérée d'effacer ou de récupérer des éléments compromettants. Son esprit de journaliste, habitué à démêler les fils de la vérité, s'éveillait avec une détermination nouvelle. Malgré la fatigue, il se jurait de ne pas abandonner cette quête, conscient que la réponse se trouvait peut-être enfouie dans ces images anciennes. Dans le même temps, au commissariat, l'atmosphère restait empreinte d'une tension discrète. Thierry, assis derrière son bureau, relisait la plainte de Marc avec une attention scrupuleuse. Son scepticisme initial s'atténuait peu à peu, remplacé par un sentiment diffus que l'affaire dépassait le cadre d'une simple agression. Les ordres de Baker résonnaient encore dans son esprit. Aucune piste ne devait être négligée, et l'enquête devait être menée avec la plus grande rigueur. La police technique et scientifique poursuivait ses analyses, examinant les lieux avec méthode et précision. Chaque trace, chaque empreinte, chaque indice devenait un élément potentiel de vérité. Thierry, bien qu'habitué aux tensions entre la police et les journalistes, ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Derrière l'ironie qu'il avait affichée, une conviction naissait peu à peu. Marc Moore n'était peut-être pas une victime ordinaire. À quelques rues de là, la soirée se prolongeait chez Claire, où Dimitri tentait de dissimuler son trouble. Assis face à elle, il écoutait attentivement le récit de Kira, dont la voix tremblait encore sous l'émotion. L'annonce de l'agression de Marc avait fait vaciller la sérénité du dîner, transformant ce moment convivial en un instant de tension suspendue. Dimitri, le regard assombri, sentait une angoisse sourde s'emparer de lui. Il ne parvenait pas à chasser l'idée que cet événement était lié à quelque chose de plus vaste. Le vol chez les Beaulieu, dont il connaissait les ramifications, refaisait surface dans son esprit avec une insistance troublante. Une intuition fulgurante s'imposa à lui, tout était lié. L'agression de Marc, la disparition de la bobine Super 8, le vol mystérieux. Autant d'éléments convergeant vers une vérité dissimulée. Sans hésiter, il s'était levé pour appeler José, la voix tendue par l'urgence. Il lui avait demandé de le rappeler au plus vite, conscient que la situation risquait de prendre une tournure inquiétante. À présent, l'attente devenait insupportable. Chaque minute semblait s'étirer, alourdie par l'incertitude et la peur de découvrir une réalité plus sombre qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, la vie poursuivait son cours ailleurs, offrant l'illusion d'une normalité rassurante. Au cabinet d'avocat, Guillaume Sérignan travaillait avec la même élégance détachée qui le caractérisait. Son charme naturel, perceptible dans la moindre de ses attentions, n'échappait ni à Johanna ni à Margot. Il se montrait prévenant, attentif, et son attitude séduisante contribuait à instaurer une atmosphère légère, presque insouciante. Inès, de son côté, poursuivait son apprentissage avec enthousiasme. Depuis un mois, elle s'était imposée comme une collaboratrice efficace et déterminée, appréciée pour son sens de l'initiative et son professionnalisme. Chaque tâche accomplie renforçait sa confiance et son sentiment d'appartenance à cet univers exigeant. Elle éprouvait une fierté sincère à travailler auprès de Guillaume, dont elle admirait la rigueur et l'assurance. Dans un moment de complicité, elle proposa à son père Gary d'organiser un dîner en présence d'Henrik,
souhaitant réunir les deux figures paternelles qui avaient marqué sa vie. Cette initiative, empreinte de tendresse et de maturité, révélait son désir d'harmonie et de réconciliation. Gary, malgré les difficultés rencontrées dans son activité de location de voilier, accueillit cette idée avec émotion, trouvant dans l'épanouissement de sa fille un réconfort précieux. Non loin de là, la solitude de Yann prenait une forme plus tangible. De retour chez lui, il préparait son départ avec une gravité silencieuse. Chaque objet rangé dans son sac évoquait un souvenir, une émotion, un fragment de vie partagé avec Johanna. L'appartement, chargé de réminiscences, devenait le théâtre d'une mélancolie profonde, un lieu où le passé refusait de s'effacer. Avec l'accord de Johanna, il repassa dans leur ancien chez eux pour récupérer ses affaires. Ce retour fut pour lui un véritable crève-cœur. Les murs, les meubles, les objets familiers semblaient murmurer les souvenirs d'un bonheur désormais révolu. Chaque pas ravivait la douleur de la séparation, chaque regard porté sur ces lieux réveillait la nostalgie d'un amour qui avait façonné son existence. Il se souvenait des instants partagés, des éclats de rire, des silences complices, des promesses murmurées à voix basse. Tout semblait encore imprégné de la présence de Johanna, comme si le temps s'était figé pour conserver la trace de leur histoire. Pourtant, la réalité s'imposait avec une brutalité inexorable, ce chapitre de sa vie appartenait désormais au passé. Lorsqu'il quitta l'appartement, les bras chargés de ses affaires, Yann éprouva un sentiment étrange, mêlé de tristesse et de résignation. Il prit ses deux sacs, puis marqua une hésitation avant de conserver les clés. Ce geste, presque instinctif, révélait l'ambivalence de ses sentiments. Partir signifiait tourner la page, mais garder les clés revenait à préserver un lien, aussi fragile soit-il, avec ce qui avait été. Dans la pénombre du couloir, il demeura immobile un instant, comme suspendu entre deux vies. Son regard se perdit dans le silence des lieux, et un souffle imperceptible sembla emporter avec lui les dernières illusions. Ce départ vers les Pyrénées apparaissait désormais comme une fuite en avant, une tentative de se retrouver en s'éloignant de tout ce qui lui rappelait son échec sentimental. Pendant ce temps, Hugo, plongé dans ses pensées, repensait aux confidences de son ami. La franchise dont il avait fait preuve résonnait encore dans son esprit, mêlée à une inquiétude sincère. Il savait que Yann traversait une épreuve douloureuse, et bien qu'il se refusât à intervenir dans ses décisions, il demeurait profondément attaché à lui. Leur amitié, forgée par les années, reposait sur une confiance indéfectible, capable de résister au silence comme aux épreuves. Sabine, attentive à la détresse de Yann, partageait cette préoccupation. Elle comprenait que son départ n'était pas une simple escapade, mais une quête intérieure destinée à panser ses blessures. Dans son regard se lisait une compassion sincère, un désir discret de voir son ami retrouver la sérénité et l'équilibre qu'il semblait avoir perdu. À mesure que la nuit avançait, Montpellier s'enveloppait d'une quiétude apparente, tandis que les destins de ses habitants continuaient de se croiser et de s'entrelacer. Marc, déterminé à découvrir la vérité, poursuivait son enquête personnelle. Yann, en proie à ses tourments, s'apprêtait à quitter la ville pour affronter ses démons intérieurs. Dimitri, hanté par ses pressentiments, attendait l'appel de José avec une inquiétude croissante. Dans l'ombre, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, révélant les contours d'une intrigue plus vaste et plus complexe qu'il n'y paraissait. Chaque geste, chaque parole et chaque silence contribuaient à tisser une toile invisible, où les secrets du passé menaçaient de ressurgir avec une force inattendue. Ainsi se poursuivait le récit, suspendu entre espoir et incertitude, où les cœurs vacillaient sous le poids des épreuves et des révélations à venir. Sous le soleil de Montpellier, les destins continuaient de s'écrire, guidés par des choix dont nul ne pouvait encore mesurer les conséquences. À l'aube d'un nouveau jour, Montpellier s'éveillait lentement sous une lumière dorée, baignant les façades anciennes et les rues paisibles d'une sérénité trompeuse. Derrière cette apparente tranquillité, les pensées restaient tourmentées, agitées par les événements récents et les révélations encore incomplètes. Les existences poursuivaient leur course, entre espoir fragile et inquiétude persistante, comme si chaque instant portait en lui la promesse d'un bouleversement à venir. Chez Marc, le matin s'annonçait silencieux et introspectif. Assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains, il repensait aux images du film Super 8 qu'il avait visionné la veille avec Kira. Les scènes sépia, empreintes d'un charme suranné, continuaient de hanter son esprit. Derrière leur apparente banalité, il percevait une énigme, un détail insaisissable qui lui échappait encore mais dont l'importance lui semblait capitale. Kira, attentive et discrète, observait Marc avec une inquiétude mêlée de détermination. Elle comprenait que la disparition de la bobine et de l'ordinateur n'était pas le fruit du hasard.
Sa présence auprès de lui n'était pas seulement un geste de soutien, mais une manière de partager ce combat silencieux pour la vérité. Ensemble, ils incarnaient une solidarité sincère, renforcée par les épreuves et nourrie par une confiance mutuelle. Alors qu'ils reprenaient le visionnage de la vidéo, leurs regards se faisaient plus attentifs, leurs gestes plus concentrés. Chaque image semblait désormais chargée de sens, comme si le passé tentait de livrer un message dissimulé derrière le voile du temps. Mark ressentait une intuition grandissante. Ce film, loin d'être un simple souvenir, détenait peut-être la clé d'un mystère plus vaste, capable d'expliquer les raisons de l'agression dont il avait été victime. Dans le même temps, au commissariat, Thierry poursuivait son travail avec une rigueur méthodique. Les remarques de Baker avaient laissé une empreinte durable sur son esprit, l'incitant à examiner l'affaire avec une attention renouvelée. Derrière son scepticisme initial, une forme de respect naissait à l'égard de Mark, dont le courage et la détermination forçaient désormais l'estime. La police technique et scientifique avait relevé plusieurs indices au domicile du journaliste, et les premiers résultats commençaient à émerger. Thierry parcourait les rapports avec concentration, conscient que chaque détail pouvait révéler une vérité insoupçonnée. L'enquête prenait peu à peu une dimension plus complexe, laissant entrevoir des ramifications inattendues. Au même moment, Baker observait la progression du dossier avec gravité. Habitué aux pressions médiatiques et aux tensions institutionnelles, il tenait à ce que l'affaire soit traitée avec la plus grande impartialité. Sa volonté de préserver l'intégrité de la police témoignait de son sens du devoir et de son attachement à la justice. Dans cette affaire, il percevait l'ombre d'un enjeu plus important, une intrigue susceptible d'ébranler les certitudes établies. Pendant ce temps, Ian poursuivait les préparatifs de son départ. Dans le silence de son appartement, chaque geste revêtait une signification particulière, comme s'il s'agissait d'un rituel destiné à marquer la fin d'une époque. Il repliait soigneusement ses vêtements, rangeait ses affaires avec une précision presque mécanique, cherchant dans cette organisation méticuleuse un semblant de contrôle sur ses émotions. Le souvenir de Johanna demeurait omniprésent, imprégnant chaque recoin de sa mémoire. Les instants partagés, les regards échangés, les promesses murmurées à voix basse formaient un écho douloureux qu'il ne parvenait pas à faire taire. Malgré sa détermination à aller de l'avant, il ressentait le poids d'une absence irréversible, une blessure invisible dont la cicatrisation semblait incertaine. Son départ vers les Pyrénées apparaissait désormais comme une nécessité, une quête intérieure destinée à apaiser son tourment. Loin de Montpellier, il espérait retrouver la sérénité et le sens de sa propre existence. Pourtant, au fond de lui, subsistait une part de doute, une hésitation silencieuse qui le retenait encore. Les clés de l'appartement, conservées malgré la séparation, symbolisaient cette ambivalence, ce lien ténu qu'il n'était pas prêt à rompre. Dans un autre quartier de la ville, Hugo et Sabine partageaient un moment de calme, évoquant les confidences de Yann avec une compassion sincère. Sabine, sensible à la détresse de leur ami, exprimait son inquiétude avec douceur. Elle comprenait que son départ n'était pas une simple escapade, mais une tentative de se reconstruire après une rupture douloureuse. Hugo, quant à lui, demeurait partagé entre son désir de respecter la liberté de Yann et son inquiétude pour son équilibre émotionnel. Leur amitié, forgée par les années, reposait sur une confiance indéfectible, capable de résister au silence comme aux épreuves. Il savait que Yann devait affronter seul ses démons, mais il restait prêt à l'accueillir, quelle que soit l'issue de son voyage. Au cabinet d'avocats, l'atmosphère contrastait avec la gravité des événements extérieurs. Guillaume Sérignan, fidèle à son élégance naturelle, poursuivait ses activités avec une aisance remarquable. Son charme discret et son sens de la galanterie ne passaient pas inaperçus, suscitant l'amusement de Margot et la curiosité de Johanna. Derrière cette légèreté apparente, cependant, se cachait une rigueur professionnelle indéniable. Inès, de son côté, s'épanouissait pleinement dans ses fonctions d'assistante. Son enthousiasme et son sens de l'initiative lui valaient l'estime de Guillaume, qui appréciait son sérieux et sa détermination. Chaque tâche accomplie renforçait sa confiance, lui offrant la certitude d'avoir trouvé sa voie dans cet univers exigeant. Elle ressentait une fierté sincère à contribuer au bon fonctionnement du cabinet, consciente de la valeur de son travail. Animée par le désir de rapprocher les êtres qui comptaient pour elle, elle proposa à Gary d'organiser un dîner réunissant Henrik et lui-même. Cette initiative, empreinte de tendresse et de maturité, témoignait de son attachement à sa famille et de sa volonté de préserver l'harmonie entre ces deux figures paternelles. Gary accueillit cette idée avec émotion, trouvant dans l'épanouissement de sa fille un réconfort précieux face aux difficultés rencontrées dans son activité de location de voilier. Pendant ce temps, Claire observait les événements avec une attention particulière.
L'agression de Marc avait éveillé en elle une inquiétude profonde, nourrie par les liens étroits qui les unissaient. Elle percevait, dans cette affaire, l'ombre d'une menace plus vaste, un danger susceptible de bouleverser l'équilibre fragile de leur entourage. Sa sensibilité et son instinct la poussaient à rester vigilante, attentive aux moindres signes révélateurs. Chez elle, le souvenir du dîner interrompu par l'annonce de Kira continuait de résonner avec intensité. Dimitri, hanté par ses pressentiments, demeurait préoccupé par les implications de l'agression. L'attente de l'appel de José alimentait son anxiété, renforçant la conviction que cette affaire dépassait le cadre d'un simple incident. Chaque minute semblait alourdie par l'incertitude, comme si le destin retenait son souffle avant de révéler une vérité redoutée. Dans la pénombre de son salon, Dimitri laissait ses pensées dériver vers le vol chez les Beaulieu, dont les répercussions continuaient de hanter son esprit. Il pressentait un lien entre ces événements, une connexion invisible qui ne demandait qu'à être révélée. Cette intuition, aussi troublante qu'insistante, nourrissait son inquiétude et renforçait son désir de comprendre. À mesure que la journée avançait, les destins poursuivaient leur course, tissant une toile complexe d'émotions et de révélations. Marc, déterminé à découvrir la vérité, poursuivait son enquête personnelle avec une obstination renouvelée. Yann, en proie à ses tourments, s'apprêtait à quitter la ville pour affronter ses démons intérieurs. Dimitri, inquiet et lucide, attendait l'appel de José avec une appréhension croissante. Dans ce ballet silencieux, chaque geste et chaque parole prenait une signification nouvelle, révélant la fragilité des existences humaines face aux épreuves du destin. Sous le soleil éclatant de Montpellier, les secrets du passé menaçaient de ressurgir, porteurs de révélations capables de bouleverser l'équilibre de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Ainsi se poursuivait le récit, empreint d'une tension croissante et d'une émotion contenue, où les cœurs vacillaient entre espoir et incertitude. Tandis que Yann se préparait à fuir vers les Pyrénées, que Marc poursuivait sa quête de vérité et que Dimitri redoutait les conséquences de ses découvertes, l'ombre d'un mystère plus vaste continuait de s'étendre, prête à révéler ses secrets au moment le plus inattendu. La lumière de la fin d'après-midi enveloppait Montpellier d'une douceur mélancolique, dessinant sur les façades anciennes des ombres étirées qui semblaient figer le temps. Sous ce ciel apaisé, les existences poursuivaient leur chemin, chacune marquée par ses incertitudes, ses espoirs et ses blessures invisibles. À mesure que les heures s'écoulaient, les fils d'une intrigue plus vaste continuaient de se nouer, révélant peu à peu les contours d'une vérité encore insaisissable. Chez Marc, le calme apparent de la maison dissimulait une tension persistante. Assis dans son salon, il examinait avec une attention minutieuse les images du film Super 8 que Kira lui avait envoyé. Les scènes, baignées d'une lumière sépia, évoquaient un passé lointain, presque irréel, où les visages anonymes semblaient porter les traces d'une histoire oubliée. Chaque détail éveillait en lui une curiosité grandissante, renforçant l'intuition que cette bobine recelait un secret d'une importance capitale. Kira, attentive et silencieuse, partageait cette quête avec une détermination sincère. Elle percevait dans l'attitude de Marc une volonté inébranlable de comprendre, un refus de céder à la peur ou au doute. Leur complicité, forgée par les épreuves, se révélait dans la simplicité de leurs échanges et dans la confiance mutuelle qui les unissait. Ensemble, ils scrutaient les images, espérant y découvrir un indice capable d'éclairer les circonstances de l'agression. Au fil du visionnage, Marc ressentait une certitude grandissante. La disparition de la bobine et de son ordinateur n'était pas le fruit du hasard. Quelqu'un avait cherché à effacer des traces, à récupérer des éléments compromettants, à dissimuler une vérité enfouie dans les méandres du passé. Cette conviction nourrissait en lui une détermination nouvelle, transformant sa vulnérabilité en une force intérieure. Dans le même temps, au commissariat, l'enquête poursuivait son cours avec une rigueur méthodique. Thierry, absorbé par l'analyse des rapports de la police technique et scientifique, s'efforçait de reconstituer les événements avec précision. Les indices relevés au domicile de Marc semblaient confirmer l'hypothèse d'un acte prémédité, éloignant peu à peu l'idée d'une simple agression opportuniste. Baker, attentif à l'évolution de l'affaire, veillait à ce que chaque piste soit explorée avec impartialité. Sa détermination à préserver l'intégrité de la police témoignait d'un sens aigu du devoir, renforçant l'importance de l'enquête. Il percevait dans cette affaire les prémices d'une intrigue plus complexe, dont les ramifications pourraient dépasser le cadre d'un simple fait divers. Pendant ce temps, dans un autre quartier de Montpellier, la vie poursuivait son cours avec une apparente légèreté. Au cabinet d'avocat, Guillaume Sérignan accueillait Johanna avec une élégance naturelle, lui offrant un café préparé avec soin. Son attitude charmante, empreinte d'une galanterie subtile, n'échappait ni à Margot ni à Inès,
qui observait la scène avec amusement. Johanna, bien que concentrée sur son travail, ne pouvait ignorer l'attention dont elle faisait l'objet. Derrière son professionnalisme irréprochable, elle dissimulait les émotions complexes liées à sa séparation avec Yann. La sérénité qu'elle affichait n'était qu'une façade fragile, destinée à préserver son équilibre face aux bouleversements récents. Inès, de son côté, poursuivait son apprentissage avec enthousiasme. Depuis un mois, elle s'était imposée comme une collaboratrice efficace et déterminée, appréciée pour son esprit d'initiative et son sens de l'organisation. Guillaume reconnaissait en elle un potentiel prometteur, saluant son professionnalisme avec une bienveillance sincère. Chaque réussite renforçait la confiance d'Inès, lui offrant la certitude d'avoir trouvé sa voie. Animée par le désir de rapprocher les êtres qui comptaient pour elle, elle proposa à Gary d'organiser un dîner réunissant Henrik et lui-même. Cette initiative, empreinte de tendresse et de maturité, témoignait de son attachement à sa famille et de sa volonté de préserver l'harmonie entre ces deux figures paternelles. Gary accueillit cette idée avec émotion, trouvant dans l'épanouissement de sa fille un réconfort précieux face aux incertitudes de son activité de location de voilier. Dans le même temps, Yann poursuivait les préparatifs de son départ. Le silence de l'appartement semblait amplifier la gravité de chaque geste, transformant le moindre détail en un souvenir chargé d'émotions. Les objets familiers, témoins d'une vie partagée avec Johanna, évoquaient un passé désormais révolu, ravivant la douleur d'une séparation difficile à accepter. Avec l'accord de Johanna, il repassa dans leur ancien chez eux pour récupérer ses affaires. Ce retour fut pour lui une épreuve silencieuse, un véritable crève-cœur. Chaque recoin de l'appartement réveillait la mémoire des instants heureux, des rires partagés et des promesses murmurées à voix basse. Le temps semblait suspendu, comme si les lieux refusaient d'oublier l'histoire qu'ils avaient abritée. Lorsqu'il quitta l'appartement, les bras chargés de ses affaires, Yann ressentit un mélange de tristesse et de résignation. Il prit ses 2 sacs avec lenteur, puis conserva les clés, incapable de rompre définitivement le lien qui l'unissait à ce passé. Ce geste, à la fois instinctif et révélateur, traduisait l'ambivalence de ses sentiments, oscillant entre le désir de tourner la page et l'impossibilité d'effacer les souvenirs. Son départ vers les Pyrénées prenait désormais la forme d'une quête intérieure, une tentative de se reconstruire loin de tout ce qui lui rappelait son échec sentimental. Dans le silence du couloir, il demeura immobile un instant, comme suspendu entre 2 vies. Puis, avec une détermination fragile, il franchit le seuil, laissant derrière lui les traces d'un amour révolu. Pendant ce temps, Hugo et Sabine évoquaient les confidences de Yann avec une compassion sincère. Sabine, sensible à la détresse de leur ami, exprimait son inquiétude avec douceur. Elle comprenait que son départ n'était pas une simple escapade, mais une tentative de se retrouver après une rupture douloureuse. Hugo, quant à lui, demeurait partagé entre son respect pour la liberté de Yann et son inquiétude pour son équilibre émotionnel. Leur conversation révélait la profondeur de leur attachement, témoignant d'une amitié fondée sur la confiance et la bienveillance. Ils savaient que Yann devait affronter seul ses tourments, mais restait prêt à l'accueillir, quelle que soit l'issue de son voyage. Cette solidarité silencieuse constituait un refuge précieux, un lien indéfectible capable de résister aux épreuves du temps. À mesure que la soirée avançait, Claire demeurait préoccupée par l'agression de Marc. Sa sensibilité et son instinct l'incitaient à rester vigilante, consciente que cette affaire dissimulait peut-être un danger plus vaste. Elle repensait aux paroles de Kira, à l'inquiétude de Dimitri, et à cette intuition diffuse qui semblait relier les événements entre eux. Chez elle, le souvenir du dîner interrompu par l'annonce de l'agression continuait de résonner avec intensité. Dimitri, hanté par ses pressentiments, attendait l'appel de José avec une anxiété croissante. Le silence de la nuit amplifiait ses inquiétudes, renforçant la conviction que cette affaire dépassait le cadre d'un simple incident. Dans la pénombre du salon, ses pensées dérivaient vers le vol chez les Beaulieu, dont les ramifications continuaient de l'obséder. Il pressentait un lien entre ces événements, une connexion invisible prête à émerger au grand jour. Cette intuition, aussi troublante qu'insistante, nourrissait son inquiétude et renforçait son désir de comprendre. Ainsi, tandis que la nuit enveloppait Montpellier de son voile silencieux, les destins poursuivaient leur course, tissant une toile complexe d'émotions et de révélations. Marc, déterminé à découvrir la vérité, poursuivait son enquête personnelle avec une obstination renouvelée. Yann, en proie à ses tourments, s'apprêtait à quitter la ville pour affronter ses démons intérieurs. Dimitri, inquiet et lucide, attendait l'appel de José avec une appréhension croissante. Sous le ciel étoilé de Montpellier, les secrets du passé menaçaient de ressurgir,
porteur de révélations capables de bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Chaque geste, chaque parole et chaque silence contribuaient à tisser une intrigue plus vaste, où les émotions humaines se mêlaient au mystère du destin. Ainsi se poursuivait le récit, empreint d'une tension grandissante et d'une émotion contenue, où les cœurs vacillaient entre espoir et incertitude. Tandis que Yann se préparait à fuir vers les Pyrénées, que Marc poursuivait sa quête de vérité et que Dimitri redoutait les conséquences de ses découvertes, l'ombre d'un mystère plus vaste continuait de s'étendre, prête à révéler ses secrets au moment le plus inattendu. Le jour suivant s'éveillait avec une douceur presque irréelle, enveloppant Montpellier d'une lumière limpide qui semblait promettre un apaisement illusoire. Pourtant, derrière cette clarté rassurante, les esprits demeuraient tourmentés, agités par les événements récents et par les secrets qui, tapis dans l'ombre, menaçaient de ressurgir. La ville poursuivait son rythme habituel, indifférente au drame silencieux qui se jouait derrière les façades paisibles et les regards feutrés. Chez Marc, l'atmosphère restait empreinte d'une gravité diffuse. Malgré la fatigue qui alourdissait ses gestes, il demeurait déterminé à comprendre les raisons de l'agression dont il avait été victime. Assis face à son bureau, il examinait les notes qu'il avait conservées, tentant de reconstituer le fil de ses investigations. La disparition de son ordinateur l'avait privé d'informations précieuses, mais son instinct de journaliste l'incitait à poursuivre coûte que coûte sa quête de vérité. Kira, attentive et discrète, veillait sur lui avec une sollicitude sincère. Sa présence constituait un soutien précieux, une force silencieuse capable d'apaiser ses inquiétudes. Ensemble, ils visionnaient à nouveau la vidéo du film Super 8, scrutant chaque image avec une concentration fébrile. Les silhouettes figées dans la lumière sépia semblaient murmurer des fragments d'un passé lointain, porteur d'un secret encore dissimulé. Au fil du visionnage, une tension sourde s'installait. Marc ressentait avec une acuité croissante l'importance de cette bobine disparue. Elle n'était plus un simple souvenir, mais un élément clé d'une énigme dont il ignorait encore la portée. Chaque détail, chaque mouvement, chaque visage apparaissant à l'écran éveillait en lui une intuition troublante, comme si la vérité se trouvait à portée de regard sans jamais se laisser saisir pleinement. Dans le même temps, au commissariat, l'enquête poursuivait son cours avec une rigueur méthodique. Thierry, concentré sur les rapports de la police technique et scientifique, s'efforçait de reconstituer les événements avec précision. Les indices relevés au domicile de Marc confirmaient l'hypothèse d'un acte prémédité, éloignant peu à peu l'idée d'une simple agression opportuniste. Baker, attentif à l'évolution du dossier, veillait à ce que toutes les pistes soient explorées avec impartialité. Son sens du devoir et sa volonté de préserver l'intégrité de la police imposaient une exigence sans compromis. Derrière cette affaire, il percevait l'ombre d'un enjeu plus vaste, une intrigue dont les ramifications pourraient bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Pendant ce temps, la vie professionnelle poursuivait son cours avec une apparente normalité. Au cabinet d'avocats, Guillaume Sérignan accueillait ses collaborateurs avec la même élégance détachée qui le caractérisait. Toujours attentif, il préparait le café de Johanna avec une galanterie subtile qui n'échappait ni à Margot ni à Inès. Cette légèreté contrastait avec la gravité des événements extérieurs, offrant l'illusion d'un monde préservé des tourments. Johanna, concentrée sur son travail, dissimulait avec soin les émotions liées à sa séparation avec Yann. Derrière son professionnalisme irréprochable, subsistait une sensibilité profonde, marquée par la douleur d'une rupture qu'elle s'efforçait d'accepter avec dignité. Elle s'efforçait de maintenir l'équilibre entre sa vie personnelle et ses responsabilités professionnelles, consciente que le temps seul pourrait apaiser ses blessures. Inès, de son côté, poursuivait son apprentissage avec enthousiasme et détermination. Depuis un mois, elle s'était imposée comme une collaboratrice efficace et prometteuse, appréciée pour son esprit d'initiative et son sens de l'organisation. Guillaume reconnaissait en elle un potentiel certain, saluant son professionnalisme avec une bienveillance sincère. Chaque réussite renforçait la confiance d'Inès, lui offrant la certitude d'avoir trouvé sa voie. Animée par le désir de rapprocher les êtres qui comptaient pour elle, elle évoqua à nouveau l'idée d'un dîner réunissant Gary et Henrik. Cette initiative, empreinte de tendresse et de maturité, témoignait de son attachement à sa famille et de sa volonté de préserver l'harmonie entre ces deux figures paternelles. Gary, malgré les difficultés rencontrées dans son activité de location de voiliers, accueillit cette proposition avec émotion, trouvant dans l'épanouissement de sa fille un réconfort précieux. Dans un autre quartier de la ville, la solitude de Yann prenait une dimension plus tangible. Les préparatifs de son départ vers les Pyrénées avançaient avec une lenteur chargée de gravité. Chaque objet rangé dans son sac évoquait un souvenir, une émotion,
un fragment de vie partagé avec Johanna. L'appartement, empreint de silence, semblait retenir les traces d'un amour désormais révolu. Avec l'accord de Johanna, il repassa dans leur ancien chez eux pour récupérer ses affaires. Ce retour fut pour lui une épreuve silencieuse, un véritable crève-cœur. Les murs, les meubles et les objets familiers murmuraient les souvenirs d'un bonheur passé, réveillant en lui une mélancolie profonde. Chaque pas ravivait la douleur de la séparation, chaque regard porté sur ces lieux réveillait la nostalgie d'un amour qui avait façonné son existence. Lorsqu'il quitta l'appartement, les bras chargés de ses affaires, Yann éprouva un sentiment mêlé de tristesse et de résignation. Il prit ses 2 sacs avec lenteur, puis conserva les clés, incapable de rompre définitivement le lien qui l'unissait à ce passé. Ce geste, instinctif et révélateur, traduisait l'ambivalence de ses sentiments, oscillant entre le désir de tourner la page et l'impossibilité d'effacer les souvenirs. Son départ vers les Pyrénées apparaissait désormais comme une quête intérieure, une tentative de se reconstruire loin de tout ce qui lui rappelait son échec sentimental. Dans le silence du couloir, il demeura immobile un instant, comme suspendu entre 2 vies. Puis, avec une détermination fragile, il franchit le seuil, laissant derrière lui les traces d'un amour révolu. Pendant ce temps, Hugo et Sabine évoquaient les confidences de Yann avec une compassion sincère. Sabine, sensible à la détresse de leur ami, exprimait son inquiétude avec douceur. Elle comprenait que son départ n'était pas une simple escapade, mais une tentative de se retrouver après une rupture douloureuse. Hugo, quant à lui, demeurait partagé entre son respect pour la liberté de Yann et son inquiétude pour son équilibre émotionnel. Leur conversation révélait la profondeur de leur attachement, témoignant d'une amitié fondée sur la confiance et la bienveillance. Il savait que Yann devait affronter seul ses tourments, mais restait prêt à l'accueillir, quelle que soit l'issue de son voyage. Cette solidarité silencieuse constituait un refuge précieux, un lien indéfectible capable de résister aux épreuves du temps. À mesure que la journée avançait, Claire demeurait préoccupée par l'agression de Marc. Sa sensibilité et son instinct l'incitaient à rester vigilante, consciente que cette affaire dissimulait peut-être un danger plus vaste. Elle repensait aux paroles de Kira, à l'inquiétude de Dimitri et à cette intuition diffuse qui semblait relier les événements entre eux. Chez elle, le souvenir du dîner interrompu par l'annonce de l'agression continuait de résonner avec intensité. Dimitri, hanté par ses pressentiments, attendait l'appel de José avec une anxiété croissante. Le silence de la nuit amplifiait ses inquiétudes, renforçant la conviction que cette affaire dépassait le cadre d'un simple incident. Dans la pénombre du salon, ses pensées dérivaient vers le vol chez les Beaulieu, dont les ramifications continuaient de l'obséder. Il pressentait un lien entre ces événements, une connexion invisible prête à émerger au grand jour. Cette intuition, aussi troublante qu'insistante, nourrissait son inquiétude et renforçait son désir de comprendre. Ainsi, tandis que le crépuscule enveloppait Montpellier d'une lumière dorée, les destins poursuivaient leur course, tissant une toile complexe d'émotions et de révélations. Marc, déterminé à découvrir la vérité, poursuivait son enquête personnelle avec une obstination renouvelée. Yann, en proie à ses tourments, s'apprêtait à quitter la ville pour affronter ses démons intérieurs. Dimitri, inquiet et lucide, attendait l'appel de José avec une appréhension croissante. Sous le ciel éclatant du sud, les secrets du passé menaçaient de ressurgir, porteurs de révélations capables de bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Chaque geste, chaque parole et chaque silence contribuaient à tisser une intrigue plus vaste, où les émotions humaines se mêlaient au mystère du destin. Ainsi se poursuivait le récit, empreint d'une tension grandissante et d'une émotion contenue, où les cœurs vacillaient entre espoir et incertitude. Tandis que Yann se préparait à fuir vers les Pyrénées, que Marc poursuivait sa quête de vérité et que Dimitri redoutait les conséquences de ses découvertes, l'ombre d'un mystère plus vaste continuait de s'étendre, prête à révéler ses secrets au moment le plus inattendu. Le soleil déclinait lentement sur Montpellier, enveloppant la ville d'une lumière dorée aux reflets apaisants. Pourtant, sous cette apparente sérénité, les tensions continuaient de croître, tissant entre les protagonistes des liens invisibles où se mêlaient inquiétude, espoir et détermination. Les événements récents, encore vibrants dans les esprits, semblaient annoncer des révélations imminentes, capables de bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Chez Marc, le silence du salon était chargé d'une gravité presque palpable. Assis face à l'écran, il poursuivait le visionnage de la vidéo du film Super 8 envoyé par Kira. Les images défilaient lentement, révélant des fragments d'un passé oublié, baignés d'une lumière sépia qui conférait au souvenir une dimension intemporelle. Chaque détail éveillait en lui une attention nouvelle,
renforçant la conviction que cette bobine disparue détenait la clé d'un secret enfoui. Kira, attentive et discrète, partageait cette quête avec une implication sincère. Elle observait Mark avec une tendresse mêlée d'inquiétude, consciente de la fatigue qui pesait sur lui, mais admirative de sa détermination. Leur complicité silencieuse témoignait d'un lien profond, nourri par la confiance et la solidarité. Ensemble, ils scrutaient les images avec une concentration fébrile, espérant y découvrir un indice capable d'éclairer les circonstances de l'agression. Au fil du visionnage, une certitude s'imposait à Mark, le vol de son ordinateur et de la bobine Super 8 n'était pas le fruit du hasard. Quelqu'un avait cherché à effacer des traces, à récupérer des informations compromettantes, à dissimuler une vérité enfouie dans les méandres du passé. Cette conviction nourrissait en lui une détermination nouvelle, transformant sa vulnérabilité en une force intérieure. Dans le même temps, au commissariat, l'enquête progressait avec une rigueur méthodique. Thierry, absorbé par l'analyse des rapports de la police technique et scientifique, s'efforçait de reconstituer les événements avec précision. Les indices relevés au domicile de Mark confirmaient l'hypothèse d'un acte prémédité, éloignant peu à peu l'idée d'une simple agression opportuniste. Baker, attentif à l'évolution du dossier, veillait à ce que chaque piste soit explorée avec impartialité. Son sens du devoir et sa volonté de préserver l'intégrité de la police imposaient une exigence sans compromis. Derrière cette affaire, il percevait l'ombre d'un enjeu plus vaste, une intrigue dont les ramifications pourraient bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Pendant ce temps, la vie professionnelle poursuivait son cours avec une apparente normalité. Au cabinet d'avocats, Guillaume Sérignan accueillait ses collaborateurs avec la même élégance détachée qui le caractérisait. Toujours attentif, il préparait le café de Johanna avec une galanterie subtile qui n'échappait ni à Margot ni à Inès. Cette légèreté contrastait avec la gravité des événements extérieurs, offrant l'illusion d'un monde préservé des tourments. Johanna, concentrée sur son travail, dissimulait avec soin les émotions liées à sa séparation avec Yann. Derrière son professionnalisme irréprochable subsistait une sensibilité profonde, marquée par la douleur d'une rupture qu'elle s'efforçait d'accepter avec dignité. Elle trouvait dans son activité quotidienne un refuge, une manière de maintenir l'équilibre face aux bouleversements récents. Inès, de son côté, poursuivait son apprentissage avec enthousiasme et détermination. Depuis un mois, elle s'était imposée comme une collaboratrice efficace et prometteuse, appréciée pour son esprit d'initiative et son sens de l'organisation. Guillaume reconnaissait en elle un potentiel certain, saluant son professionnalisme avec bienveillance. Chaque réussite renforçait la confiance d'Inès, lui offrant la certitude d'avoir trouvé sa voie. Animée par le désir de rapprocher les êtres qui comptaient pour elle, elle évoqua à nouveau l'idée d'un dîner réunissant Gary et Henrik. Cette initiative, empreinte de tendresse et de maturité, témoignait de son attachement à sa famille et de sa volonté de préserver l'harmonie entre ces deux figures paternelles. Gary, malgré les difficultés rencontrées dans son activité de location de voilier à Montpellier, accueillit cette proposition avec émotion, trouvant dans l'épanouissement de sa fille un réconfort précieux. Dans un autre quartier de la ville, la solitude de Yann prenait une dimension plus tangible. Les préparatifs de son départ vers les Pyrénées avançaient avec une lenteur chargée de gravité. Chaque objet rangé dans son sac évoquait un souvenir, une émotion, un fragment de vie partagé avec Johanna. L'appartement, empreint de silence, semblait retenir les traces d'un amour désormais révolu. Avec l'accord de Johanna, il repassa dans leur ancien chez eux pour récupérer ses affaires. Ce retour fut pour lui une épreuve silencieuse, un véritable crève-cœur. Les murs, les meubles et les objets familiers murmuraient les souvenirs d'un bonheur passé, réveillant en lui une mélancolie profonde. Chaque pas ravivait la douleur de la séparation, chaque regard porté sur ces lieux réveillait la nostalgie d'un amour qui avait façonné son existence. Lorsqu'il quitta l'appartement, les bras chargés de ses affaires, Yann éprouva un sentiment mêlé de tristesse et de résignation. Il prit ses deux sacs avec lenteur, puis conserva les clés, incapable de rompre définitivement le lien qui l'unissait à ce passé. Ce geste, instinctif et révélateur, traduisait l'ambivalence de ses sentiments, oscillant entre le désir de tourner la page et l'impossibilité d'effacer les souvenirs. Son départ vers les Pyrénées apparaissait désormais comme une quête intérieure, une tentative de se reconstruire loin de tout ce qui lui rappelait son échec sentimental. Dans le silence du couloir, il demeura immobile un instant, comme suspendu entre deux vies. Puis, avec une détermination fragile, il franchit le seuil, laissant derrière lui les traces d'un amour révolu. Pendant ce temps, Hugo et Sabine évoquaient les confidences de Yann avec une compassion sincère.
Sabine, sensible à la détresse de leur amie, exprimait son inquiétude avec douceur. Elle comprenait que son départ n'était pas une simple escapade, mais une tentative de se retrouver après une rupture douloureuse. Hugo, quant à lui, demeurait partagé entre son respect pour la liberté de Yann et son inquiétude pour son équilibre émotionnel. Leur conversation révélait la profondeur de leur attachement, témoignant d'une amitié fondée sur la confiance et la bienveillance. Il savait que Yann devait affronter seul ses tourments, mais restait prêt à l'accueillir, quelle que soit l'issue de son voyage. Cette solidarité silencieuse constituait un refuge précieux, un lien indéfectible capable de résister aux épreuves du temps. À mesure que la soirée avançait, Claire demeurait préoccupée par l'agression de Marc. Sa sensibilité et son instinct l'incitaient à rester vigilante, consciente que cette affaire dissimulait peut-être un danger plus vaste. Elle repensait aux paroles de Kira, à l'inquiétude de Dimitri et à cette intuition diffuse qui semblait relier les événements entre eux. Chez elle, le souvenir du dîner interrompu par l'annonce de l'agression continuait de résonner avec intensité. Dimitri, hanté par ses pressentiments, attendait l'appel de José avec une anxiété croissante. Le silence de la nuit amplifiait ses inquiétudes, renforçant la conviction que cette affaire dépassait le cadre d'un simple incident. Dans la pénombre du salon, ses pensées dérivaient vers le vol chez les Beaulieu, dont les ramifications continuaient de l'obséder. Il pressentait un lien entre ces événements, une connexion invisible prête à émerger au grand jour. Cette intuition, aussi troublante qu'insistante, nourrissait son inquiétude et renforçait son désir de comprendre. Ainsi, tandis que la nuit enveloppait Montpellier de son voile silencieux, les destins poursuivaient leur course, tissant une toile complexe d'émotions et de révélations. Marc, déterminé à découvrir la vérité, poursuivait son enquête personnelle avec une obstination renouvelée. Yann, en proie à ses tourments, s'apprêtait à quitter la ville pour affronter ses démons intérieurs. Dimitri, inquiet et lucide, attendait l'appel de José avec une appréhension croissante. Sous le ciel étoilé de Montpellier, les secrets du passé menaçaient de ressurgir, porteurs de révélations capables de bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Chaque geste, chaque parole et chaque silence contribuaient à tisser une intrigue plus vaste, où les émotions humaines se mêlaient au mystère du destin. Ainsi se poursuivait le récit, empreint d'une tension grandissante et d'une émotion contenue, où les cœurs vacillaient entre espoir et incertitude. Tandis que Yann se préparait à fuir vers les Pyrénées, que Marc poursuivait sa quête de vérité et que Dimitri redoutait les conséquences de ses découvertes, l'ombre d'un mystère plus vaste continuait de s'étendre, prête à révéler ses secrets au moment le plus inattendu. La nuit s'était installée sur Montpellier avec une douceur feutrée, enveloppant la ville d'un voile silencieux où chaque lumière semblait vaciller comme un secret sur le point d'être révélé. Derrière les façades paisibles et les rues baignées d'ombre, les existences poursuivaient leur course, suspendues entre incertitude et espoir, chacune marquée par les épreuves récentes et les choix à venir. Chez Marc, le calme apparent de la maison contrastait avec l'agitation intérieure qui l'habitait. Assis dans le silence de son salon, il contemplait une dernière fois les images du film Super 8, dont la disparition continuait de nourrir ses inquiétudes. Chaque détail visionné renforçait sa conviction que l'agression dont il avait été victime n'était pas un acte isolé, mais l'expression d'un mystère plus vaste, dissimulé dans les méandres du passé. À ses côtés, Kira demeurait attentive, partageant avec lui cette quête silencieuse de vérité. Leur complicité, forgée par les épreuves, témoignait d'un attachement profond et sincère. Dans ce moment suspendu, leurs regards se croisaient avec une intensité nouvelle, révélant la force d'un lien fondé sur la confiance et la solidarité. Ensemble, ils se préparaient à affronter les révélations à venir, conscients que chaque indice les rapprochait d'une vérité susceptible de bouleverser leur existence. Au commissariat, Thierry relisait une dernière fois les éléments du dossier, désormais convaincu que l'affaire dépassait le cadre d'une simple agression. Les directives de Baker résonnaient encore dans son esprit, lui rappelant l'importance d'une enquête rigoureuse et impartiale. Derrière les rapports et les relevés scientifiques, se dessinait peu à peu l'ombre d'une intrigue complexe, dont les ramifications menaçaient d'ébranler l'équilibre fragile de Montpellier. Baker, fidèle à son sens du devoir, observait l'évolution de l'enquête avec gravité. Sa détermination à préserver l'intégrité de la police témoignait d'une exigence sans compromis, renforçant l'importance de cette affaire. Dans son regard se lisait la conscience d'un enjeu plus vaste, une vérité encore dissimulée mais prête à surgir au grand jour. Pendant ce temps, la vie professionnelle poursuivait son cours avec une apparente normalité. Au cabinet d'avocats, Guillaume Sérignan continuait de charmer son entourage par son élégance naturelle et sa galanterie subtile. Johanna,
concentré sur son travail, dissimulait avec dignité les émotions liées à sa séparation avec Yann. Derrière son assurance, subsistait une sensibilité profonde, marquée par la douleur d'une rupture qu'elle s'efforçait d'accepter avec courage. Inès, de son côté, poursuivait son apprentissage avec enthousiasme et détermination. Depuis un mois, elle s'était imposée comme une collaboratrice efficace et prometteuse, appréciée pour son esprit d'initiative et son sens de l'organisation. Son désir de réunir Gary et Henrik autour d'un dîner témoignait de sa maturité et de son attachement à l'harmonie familiale, offrant une lueur d'espoir dans un monde traversé par les incertitudes. Dans un autre quartier de la ville, la solitude de Yann prenait une dimension plus tangible. Les préparatifs de son départ vers les Pyrénées étaient désormais achevés, marquant la fin d'un chapitre douloureux de son existence. Son retour dans l'ancien appartement qu'il partageait avec Johanna avait ravivé les souvenirs d'un bonheur révolu, transformant chaque objet en témoin silencieux de leur histoire. Au moment de quitter les lieux, il avait conservé les clés, incapable de rompre définitivement le lien qui l'unissait à ce passé. Ce geste, à la fois instinctif et révélateur, traduisait l'ambivalence de ses sentiments, oscillant entre le désir de tourner la page et l'impossibilité d'effacer les souvenirs. Son départ vers les Pyrénées apparaissait désormais comme une fuite en avant, une tentative de se retrouver loin de tout ce qui lui rappelait son échec sentimental. Hugo, quant à lui, repensait aux confidences de son ami avec une inquiétude sincère. Bien qu'il respectât sa décision, il demeurait profondément attaché à lui, prêt à l'accueillir à son retour. Sabine partageait cette préoccupation, consciente que ce voyage n'était pas une simple escapade, mais une quête intérieure destinée à panser des blessures encore vives. Leur bienveillance constituait pour Yann un refuge silencieux, un lien indéfectible capable de résister aux épreuves du temps. Dans le même temps, Claire demeurait préoccupée par l'agression de Marc. Sa sensibilité et son instinct l'incitaient à rester vigilante, persuadée que cette affaire dissimulait un danger plus vaste. Le souvenir du dîner interrompu par l'annonce de Kira continuait de résonner dans son esprit, alimentant une inquiétude diffuse mais persistante. Dimitri, hanté par ses pressentiments, attendait l'appel de José avec une anxiété croissante. Dans la pénombre de son salon, ses pensées dérivaient vers le vol chez les Beaulieu, dont les ramifications continuaient de l'obséder. Il pressentait un lien entre ces événements, une connexion invisible prête à émerger au grand jour. Cette intuition, aussi troublante qu'insistante, nourrissait son inquiétude et renforçait son désir de comprendre. Lorsque son téléphone vibra enfin, son cœur se serra. Ce simple signal, porteur d'incertitude, marquait le début d'une révélation attendue avec crainte. Dans ce moment suspendu, le destin semblait retenir son souffle, prêt à dévoiler les secrets enfouis sous le soleil éclatant de Montpellier. Ainsi s'achevait cette journée, chargée de tensions et d'émotions, où les destins s'étaient croisés dans une danse silencieuse entre espoir et incertitude. Yann s'apprêtait à quitter la ville pour affronter ses démons intérieurs, Marc poursuivait sa quête de vérité avec une détermination inébranlable, et Dimitri, hanté par ses intuitions, percevait l'ombre d'un secret plus vaste. Sous le ciel étoilé du sud, les secrets du passé menaçaient de ressurgir, porteurs de révélations capables de bouleverser l'équilibre fragile de ceux qui s'y trouvaient mêlés. Chaque geste, chaque parole et chaque silence contribuaient à tisser une intrigue plus vaste, où les émotions humaines se mêlaient au mystère du destin. Et tandis que la nuit enveloppait Montpellier de son voile apaisant, une certitude s'imposait, rien ne serait plus jamais tout à fait comme avant.